Podcasteuse, c'est un épisode tous les 15 du mois. Une échappée dans le quotidien du génie de leur vie. Pour ce nouvel épisode, je suis partie en baie du Mont-Saint-Michel pour rencontrer Kevin, le passeur. Autrefois, tout au long de l'année, en plus de leur métier, les pêcheurs accompagnaient les pèlerins à travers les grèves de la baie jusqu'au sanctuaire de Saint-Michel. Depuis les années 90, ce sont des guides passionnés qui partagent leur connaissance de ce milieu naturel auprès d'un public fasciné par la baie et sa merveille. Le temps d'une randonnée entre le mont et le rocher de Tomblaine, deux îlots granitiques situés dans la baie, Kevin nous dévoile son quotidien dans ce site naturel extraordinaire. Mont Saint-Michel. Charlotte Menace. C'est moi-même, enchanté. Ça avance. Nous sommes presque tous réunis. On n'est pas nombreux, hein. On est 13-14, bien sûr. Couvrez-vous bien, surtout, hein. Couvrez-vous bien, hein. Parce que là, le vent s'accélère. Tu as commencé ta visite par le point météo, tu fais ça à chaque fois ? Ouais, c'est... alors pas à chaque fois. Quand je vois qu'il y a des changements brusques, soudains, vaut mieux prévenir les gens pour qu'ils soient équipés en conséquence. C'est vrai que... Parce qu'on a des gens qui viennent comme ils sont, hein. Ouais, ils sont en t-shirt, ils font la balade en t-shirt, hein. Et on peut vite passer d'un soleil à 20 degrés et puis perdre 5-6 degrés d'un coup, et voilà. Là, il fait froid en baie, hein. Dès que le vent se lève un peu, ça peut vite être frais. Ouais. Nous devons, hein, en principe, à chaque départ, de veiller à ce que les gens soient bien équipés, de veiller à savoir s'ils ont un état de santé qui correspond aussi à la randonnée. C'est vrai que quand les gens voient sur l'intitulé balade 6 km, souvent ils pensent à une petite marche tranquille sur le bord du sable. C'est quand même physique, et en données obligatoires aussi, nous sommes censés donner le bulletin météo avec la pression atmosphérique par exemple, et les lâchers de barrage aussi, c'est important. Voilà, ouais. Je vous ai parlé du lâcher du barrage ? Oui. Ouais, à quelle heure ? 18h50. Ouais, c'est pas mal. Ouais, faut pas se louper, hein, parce qu'il y a une vague de 30 mètres qui arrive. C'est super dangereux. Ah, mais c'est vrai, on parlait de tsunami avec le ski. Dans les années 2000, des travaux titanesques de remplacement de la digue ont captivé l'attention du monde entier. Grâce aux forces conjuguées de la mer, du Couesnon et d'un nouveau barrage, les sédiments sont chassés au large du mont. La nouvelle digue, intégrée harmonieusement dans le paysage, préserve la beauté naturelle de la baie. L'idée est de déblayer, marée après marée, les millions de mètres cubes de sédiments accumulés et ainsi abaisser progressivement le niveau des grèves. Fabriqués, ils ont construit ce fameux barrage. Si vous ne l'avez pas vu, faites un arrêt en rentrant au parking, c'est le premier arrêt. D'ailleurs, la petite dame dans la navette, elle dit « arrête-moi ». Et vous prenez juste un quart d'heure, vous descendez, vous allez voir cet énorme barrage avec 8 portes. Alors c'est un sujet très clivant, hein, de toute façon, chez les guides. Il y a du bien et du mauvais, comme dans tout projet, de toute façon, de cette ampleur. Après, je n'ai pas connu la baie avant. On voit quand même des changements. Voilà, qu'ils soient bons ou mauvais, là n'est pas la question. On voit effectivement qu'il y a une évolution du paysage suite aux travaux de désensablement du Mont-Saint-Michel. C'était sûrement quelque chose qui était à faire, de toute façon, ne serait-ce que écologiquement parlant, pour pouvoir déplacer les parkings qui étaient au pied des remparts, de façon à éviter les pollutions directes liées à l'activité, et puis pour une meilleure circulation des personnes, tout simplement aussi. Après, on va pas parler des sujets de discorde qui vont plutôt tourner autour des déplacements de sédiments en baie et des jeux de déplacement sédimentaires qui transforment effectivement la configuration de la baie. Plein d'impacts. Hein. Voilà, les travaux sont jeunes, faut attendre encore un petit peu, mais voilà, c'est vrai que ça bouge vite. Ça bouge vite. Ouais. Comment ça se passe ? Les offices du tourisme qui te conseillent ou... Alors, tout ce qui est
création de balade, création du circuit, choix des thématiques, ça c'est libre au guide, hein, de toute façon, voilà. Travailler avec l'Office du tourisme, c'est travailler avec un partenaire du tourisme qui nous permet d'avoir une plus grande visibilité. C'est donnant-donnant, ce sont voilà, les guides versent une rétrocommission à l'Office du tourisme pour le service, voilà. Donc c'est vrai que ça nous décharge un petit peu de certaines lourdeurs administratives, hein, tout ce qui est réponse aux mails, SAV, tout ça. C'est vrai que quand les marcheurs passent par l'Office du tourisme, c'est plus simple pour nous. Ça fait moins de téléphone, ça fait moins de... J'ai vu que tu proposais plusieurs types de prestations, et notamment quelque chose qui s'appelait Constellation en baie. Constellation en baie, oui. Constellation en baie. Ouais, ben ça c'était un projet en commun avec un ami, Jonathan, qui lui aussi est fan du ciel et des beaux ciels d'été où l'on peut justement observer facilement les différentes constellations. Et le but c'était de coupler une balade en baie au crépuscule, au coucher de soleil, et profiter de l'obscurité pour en même temps discuter des constellations que l'on voit apparaître au gré de la balade, et de faire découvrir aux gens les mythes grecs qui sont liés aux constellations que l'on voit, histoire de faire rêver un petit peu, de faire voyager. Et j'ai vu aussi que tu avais eu l'occasion de travailler avec une équipe de tournage. Film 13, Claude Lelouch m'ont contacté pour faire une prise de vue sur leur tournage, de façon à sécuriser en fait les acteurs pendant leur prise de vue in situ en baie du Mont-Saint-Michel, qui était dans une zone un peu délicate où il fallait faire du repérage en amont pour trouver la zone de travail. Déjà, il fallait que ça soit sur un lieu légèrement excentré, vu sur le mont, sans passage de marcheurs alentour, voilà, pour une prise de vue seul au monde. Et donc voilà, il a fallu que je repère un petit peu le pourtour de baie pour trouver la zone. Et puis voilà, l'acteur descend dans l'eau, et donc c'est là que j'interviens pour repérer un petit peu le fond de fleuve avant qu'il ne s'engage, pour éviter qu'il tombe dans un sable mouvant ou un trou d'eau, quoi. D'accord. Et donc là, tout le matériel technique et tout, c'est un peu plus, c'était compliqué ou alors pour moi, ça change pas grand-chose. J'ai toujours mes pieds et mon sac à dos. L'équipe technique, alors je suis pas du tout dans le milieu, mais bon, j'ai appris aussi des choses en les observant. Donc il y a une équipe restreinte, hein, qui sur les 40 ou 50 opérateurs qu'il y avait sur le projet, une petite équipe dédiée de 10-12 personnes qui se sont décrochées avec du matériel volant, hein, léger, et ils sont venus à travers les présalés avec moi pour aller poser leur équipement sur le bord de baie pour faire des prises de vue. D'accord. Et comment ils t'ont connu en fait? Des discussions de comptoir. Oui, c'est à la terrasse d'un café. Un des jeunes qui travaillent sur le projet, on est venu à discuter ensemble de tout et de rien, et puis il m'a dit qu'un jour il me contacterait parce qu'il était sur un projet film autour de la baie. Et il se trouve que quelques mois plus tard, on s'est recroisés au pied du Mont-Saint-Michel, et c'est là qu'il m'a dit, pour telle date, on y va, j'aurais besoin de toi. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. C'est vrai que c'est une autre facette. Hein, c'est comme beaucoup d'opérateurs dans le milieu du cinéma. Ce sont les gens de l'ombre, hein, ceux qu'on ne voit pas. Et il y en a beaucoup. Ouais. C'est incroyable, hein, c'est une vraie fourmilière. Il y en a plus que devant, oui, largement. Et donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir travailler la baie différemment. Travailler la baie pour des professionnels qui ont besoin d'une expertise, en fait. Hein. La commune Mont-Saint-Michel, c'est la partie médiévale que vous voyez là. C'est un peu comme Saint-Malo intramuros. Mais c'est aussi le quartier de la caserne qui est au-dessus. Et puis tous les polders avec les fermes. Et si vous passez le quartier de la caserne, vous remarquez qu'il y a des maisons entre les hôtels et il y a des gens qui vivent là. Voilà. Les habitants, ce sont des monts, quoi. Et il y a combien d'habitants du coup Dernière présidentielle, il me semble qu'il y avait une centaine de personnes en âge de voter. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'enfants. C'est même Intramuros. Intramuros, il y en a 25 actuellement. Et les questions des gens, elles changent un peu à chaque fois, ou c'est toujours à peu près les mêmes? Oh non, c'est assez divers quand même. Il y en a qui reviennent tout le temps, hein, forcément. Il y a les questions magiques, hein. Combien y a-t-il d'habitants au Mont-Saint-Michel? Je pense qu'on l'a à chaque sortie, quoi. Ça, voilà. Après, ça dépend de la curiosité des gens. Il y a des personnes qui viennent en marche pour vraiment se détendre
Ils sont pas là vraiment pour faire de la discussion. Il y en a d'autres qui sont très intéressés, qui posent 1001 questions. On a vraiment tous les cas de figure, quoi. Ça force aussi à briser la timidité, ou parce que on apprend vite à parler à un groupe de personnes. Ça peut aller de 3 jusqu'à 60. Donc c'est vrai que quand il y a un gros groupe de 60 personnes, il faut hausser le ton, donner de la voix pour que tout le monde nous entende, et puis il y a un petit côté théâtral comme ça. Ça peut paraître redondant, mais en fait ce sont jamais les mêmes personnes. On traverse jamais les mêmes fleuves, on n'a jamais 2 fois le même tracé, en fait, et selon la réaction du public, ce sont 2 prestations différentes. C'est comme une pièce de théâtre. On n'a pas le même public, on se donne pas toujours de la même façon, et 2 sorties ne se ressemblent pas, quoi. Quand ce sont des tout petits, on peut avoir des tout petits, ce sont des petites boucles au pied du Mont-Saint-Michel, c'est vraiment de la sensibilisation, c'est de la découverte, texture, couleur, coquillage, c'est sympa comme tout. Après, quand ce sont des plus grands, là on aborde des sujets un petit peu plus techniques, on peut parler de sédimentation, on peut parler la faune, la flore, voilà. Le système des marées, c'est bien aussi à rappeler, hein, les astres, le système solaire, les sables mouvants, on peut parler de physique un petit peu. Voilà, c'est quand même sympa, c'est gratifiant, les enfants, c'est sympa. J'aime beaucoup les traversées pour les jeunes, parce que ça leur permet d'avoir cette sensibilisation à la baie, et ils sont souvent plein de questions. Même des fois des questions que les grands se posent mais ils n'osent pas. Souvent les parents s'inquiètent pour leurs enfants, et en fait les enfants ils ont pas les mêmes ils ont pas le même centre de gravité, ils ont pas le même poids, et du coup tout ce qui est vaseux, tout ce qui est un peu compliqué pour les adultes, pour eux c'est une balade, hein. Alors bien sûr, ça dépend aussi de l'âge et de la période. Quand on arrive au mois de juin, et quand les collégiens, en général, c'est la pagaille. Vous allez voir, mais des fois on oublie. Comment on appelle notre planète encore? La Terre. La Terre. Ouais, mais encore? Planète bleue. Planète bleue. Voilà, planète bleue. La planète bleue, parce qu'il y a 70% de la surface. T'as divagué sur plein de boulots différents qui t'ont amené à ça. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense que c'est un ensemble d'expériences qui ont permis d'affiner ce projet-là. C'était quelque chose que t'avais en vue depuis longtemps, ou C'est quelque chose, je pense, qui me faisait un petit peu rêver, mais je pensais pas que c'était accessible à mon niveau scolaire. Je me suis dit, avec mon petit bac STL en poche et mes expériences en service ou en fabrication de voiles, ou je ne sais guère ce que j'ai fait d'autre, en pose d'ascenseur, je me suis dit, bon, c'est pas la peine. Et en fait, c'est un guide qui m'a fait part un jour en me disant, mais tu sais, pas besoin de niveau scolaire, hein. T'apprends tout en lisant sur le tas, hein. Tout ce qui te fait plaisir, tu l'intègres, et puis tu le redonnes. Voilà, c'est fait de la compilation de données en fait. Pour être guide, il faut réussir à faire ce qu'on appelle de la lecture de baie, c'est-à-dire vraiment réussir à se mettre en situation et avoir une vue d'ensemble pour essayer d'avoir le chemin le plus sécurisant possible pour les marcheurs. T'as jamais été blessé, t'as pas de tendinite? Non. Oh, si, ça arrivera. Si, ça arrivera. Ouais. Bon, ça tire un petit peu sur les articulations, hein, c'est sûr. Ouais. Le pire, c'est les sables mouvants. Vouloir les déclencher pour pouvoir montrer un petit peu cette transformation physique là, ça demande une petite activité. Quand on le fait 1 fois, 2 fois, ça va. Quand on le fait tous les jours, au bout d'un moment, à la fin de la saison, on commence à avoir les chevilles qui... Forcément, on y joue aussi. On pourrait se contenter de demander aux marcheurs de taper dessus, mais moi je suis un gamin, donc c'est moi qui ai envie de taper dessus d'abord. Je vais laisser votre petit coin. Vous avez le droit d'être plusieurs, hein, sur le même, hein. C'est un coworking, hein, le sol mouvant. Voilà, vous allez voir que le sol qui paraissait dur, hein, là, se ramollit au fil des pas, hein. On le voit bien que vous n'êtes pas très efficace, hein, quand même. Il faut des constructeurs de sable nés, hein. Et t'as un humour assez sarcastique. Ouais. C'est, y a rien d'écrit d'avance. Alors forcément, il va y avoir des sortes de running gags qui vont revenir parce que les gens me tendent la perche
va y avoir des questions qui vont amener les mêmes réponses et le même clin d'œil, mais souvent c'est sur voilà, vu que c'est une discussion vivante avec les marcheurs. Alors ça dépend des groupes. Il y a des groupes où ça discute énormément, ça part dans tous les sens, donc vraiment c'est un jeu de ricochet comme ça. Et d'autres où c'est plutôt très calme, les gens sont plutôt là pour écouter. Hein, voilà. Il faut apprendre à meubler aussi, c'est-à-dire que quand il y a trop de silence, des fois ça peut être pesant, on se demande ce qui se passe. Donc il faut et donc les blagues viennent aussi quand il y a un truc qui se passe sous les pieds. Voilà. Faut aussi savoir se lâcher un petit peu. Hein. C'est pas que scolaire comme ça. Hein. Ce qu'il faut savoir sur le bulot, juste avant de le mettre à la bouche avec la mayonnaise, c'est que ça ne mange que des cadavres. Hein. Chèvres, pêcheurs, marcheurs, anglais, parisiens, enfin bon, tout ce qui tombe à l'eau en général. Voilà. Le bulot s'en occupe. On dit que le bulot fait le boulot. Il y a même une expression à Granville qui est sympa, c'est « va te faire téter les yeux par des bulots ». Ça veut dire en gros... on m'embête pas. Si tu fais le petit parcours et le grand parcours, tu fais combien de kilomètres 12, 13 kilomètres. Toi, par exemple, sur une semaine normale, là, en plein été, tu travailles les 5 jours, 6 jours, 7 jours? Généralement, j'essaie de prendre une journée, mais je peux faire 10, 12 jours non-stop. Voilà, des fois même, on fait 15 jours non-stop. Ça dépend s'il y a de la demande. On n'ose pas refuser non plus, parce que ce qui est gagné est gagné. Ce qui est perdu, par contre. Donc, on ne sait pas quoi les semaines suivantes seront faites. Donc pour être sûr de pérenniser quand même la saison, on refuse rarement. Après on bosse pas à plein temps toute la saison. Certes, je peux commencer la saison début février, mi-février. Voilà, ça va être des sorties très espacées, parce qu'il n'y a pas non plus une demande en flux tendu. En été, ça va être forcément plus intense. Et puis après, ça va se ralentir en automne. Voilà. Mais des fois, là, par exemple, cette année, j'ai pris une semaine mois d'août parce que j'avais besoin de faire un break, parce que j'avais trop marché et j'avais besoin de prendre du temps avec les enfants. Voilà. Parce que financièrement, t'arrives ça permet de vivre bien ou. Ouais, alors ça dépend des guides. Voilà, moi, je suis en début d'activité puisque j'étais salarié avant. J'arrive à avoir un SMIC amélioré en lissant sur les 12 mois. Est-ce que tu disais que tu étais salarié, c'est-à-dire que tu étais guide pour... Voilà, alors c'est-à-dire que tous les guides en baie du Mont-Saint-Michel ont tous été salariés leurs premières années d'une des 2 structures historiques qui sont en bord de baie, puisque dans l'historique, pour pouvoir passer le diplôme, il fallait attendre l'ouverture d'une formation, d'une session de formation, et celle-ci n'était ouverte que lorsqu'il y avait un nombre défini de demandes, et c'était les sociétés qui étaient demandeuses pour salarier les guides. Quand les guides salariés partent en indépendant, ils rechargent leur rang de salariés et ils rouvrent donc une formation. Le but du jeu, c'est de voir la baie dans son ensemble à travers toutes les saisons. Il y a des questions théoriques et puis aussi de l'observation pratique, c'est-à-dire que nous avons un groupe que l'on a formé de proches, d'amis ou de personnes qui ont souhaité répondre présent le jour de l'examen. Souvent c'est en hiver, hein, donc les conditions sont rudes. Donc c'est ça qui est rigolo aussi, c'est que ces personnes-là découvrent la baie vraiment avec des conditions difficiles, et nous aussi les conditions sont difficiles du coup. Généralement ce sont les entreprises qui salarient qui prennent en charge la formation, et donc il y a une sorte de délit formation après. On travaille pour eux un certain nombre d'années pour pouvoir rattraper le prix de la formation. Après, une fois qu'on a travaillé un certain nombre d'années, on peut choisir soit de rester dans la structure, soit de se mettre en tant qu'indépendant. Alors il y a 3 sous-espèces de goélands ici, il y a le goéland brun, le goéland marin et le goéland argenté. Vous savez faire la différence ou pas? C'était l'argenté là? Le goéland argenté. Et tout à l'heure, tu disais, concernant Tomblaine, que vous aviez observé que les aigrettes couvaient plus longtemps que vous imaginiez. Ouais. Pour Tomblaine, ouais, effectivement. Hein, c'est vrai qu'il y a pendant un an, 2 ans, on a été aussi pas mal en stand-by. Et la nature en a profité pour reprendre ses droits. Et c'est vrai que on a observé des phénomènes que l'on ne voyait pas auxquels on ne faisait pas attention avant, parce que voilà, les arrêtés avaient été édités de telle façon à ce que voilà, l'interdiction d'accès à l'îlot pour la nidification soit du 15 mars au 31 juillet. Et puis il s'est trouvé que arrivé au mois d'août, il y avait encore du monde et on dérangeait carrément les aigrettes garzettes, entre autres. Mais vous avez quand même donc une influence sur ces décisions.
c'est évident quand on observe quelque chose qui change de l'ordinaire, on en fait part aux autorités compétentes. C'est un partage d'informations aussi. Nous sommes sur site, donc c'est peut-être plus simple pour nous de le voir quotidiennement. Mais il y a aussi les agents français de la biodiversité qui sont là aussi. Hein. Donc voilà, c'est un ensemble d'observations qui ont amené à un changement des dates de l'arrêté pour la nidification. Et c'est très bien, c'est tant mieux. Et comment ça se passe avec tes collègues? Là, j'ai vu, vous faites de l'humour, vous croisez. Ouais, ça se passe bien. Forcément, nous sommes quand même nombreux en tant que guide. Là, je pense qu'on doit être, je sais plus, 64, je crois, à avoir l'attestation préfectorale. Donc, tout le monde ne s'entend pas. Hein. C'est humain, je veux dire, voilà. Mais en tout cas, c'est toujours en intelligence. C'est quand même un milieu auquel il faut faire attention. On s'amuse pas à donner de fausses infos, par exemple. On est tous là pour refaire du repérage en baie et pour se donner les tuyaux. Quand ça passe pas bien à un endroit, on se transmet l'info parce qu'on peut pas repérer l'ensemble de la surface de la baie seul. Donc c'est bien qu'on puisse se donner les tuyaux quand même, c'est important. Hein. Aussi pour la sécurité du public. Hein. Quelque chose de magique, hein, la baie, c'est magnétique. Quand on est sur le bord, on a toujours envie d'être dedans. Cette envie de transmettre et de me balader dans des beaux endroits. Du coup, je crois que guide, c'est ce qui correspondait le mieux. Hein. Pas très bien. Merci beaucoup. Merci à toi, Delphine, et puis à bientôt en baie du Mont-Saint-Michel. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.